Alors bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue dans notre rencontre d'information et d'échange aujourd'hui. Je me nomme Christelle Masson. Je travaille pour Casacom, qui est une firme partenaire de Métaux Torngat. Le but de notre session aujourd'hui est double. Donc d'une part, les représentants de Torngat Metal ici souhaitent vous parler de manière transparente de leurs propositions de projet, c'est-à-dire la construction et les opérations d'une usine de séparation de terres rares à cette île. Puis d'autre part, ils souhaitent également écouter vos opinions et répondre à vos interrogations. Nous sommes donc ici pour dialoguer, pour échanger, écouter vos perspectives et pour intégrer vos voix dans le projet. Donc permettez-moi de vous informer que cette séance sera enregistrée. Ceci va permettre aux citoyens et citoyennes qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui de visionner les échanges et de se tenir informés des discussions. Donc je vais vous présenter maintenant les experts qui font partie de l'équipe de Métaux Torngat. Donc Christine Bureau au milieu. Christine fait partie de la haute direction de Métaux Torngat. Dans les domaines, elle dirige aussi tout ce qui est en relation avec les domaines des relations avec les communautés autochtones, le côté environnement, le social et la gouvernance. Ensuite, nous avons Sylvie Saint-Jean. Donc, elle est responsable de l'environnement, spécialiste de la gestion de l'eau et de la biodiversité. Éric Luneau, lui, il est en charge des partenariats et des relations communautaires. Donc, pour le déroulement de la session de ce soir, donc dans un premier temps, les représentants de Métaux Torngat vont vous présenter leur projet. Ça va durer à peu près une trentaine de minutes. Ensuite, on va disposer de 45 minutes pour répondre à vos questions. Donc, cette période pourra évidemment se prolonger. Et si toutefois, ils ne peuvent pas répondre à toutes vos questions, celles-ci seront prises en compte et répondues dans le compte-rendu de la rencontre que vous recevrez si vous avez donné votre adresse courriel à l'entrée. Donc, durant cette rencontre, évidemment, nous favorisons un dialogue honnête et respectueux et courtois dans le respect de chacun des participantes et participants. Donc, votre participation est essentielle. Nous vous encourageons à poser vos questions et donner votre avis. Chaque avis compte et contribuera à enrichir le projet. Donc, on a mis en place différents canaux de communication pour recueillir vos commentaires. À la sortie de la salle, nous avons laissé une boîte pour vos commentaires avec des feuilles de papier. Vous en avez quelques-unes sur les tables. Et puis, vous pouvez également faire parvenir vos commentaires par courriel à l'adresse suivante, engage-qc@torngatmetals.com. Vous verrez l'adresse à la fin de la présentation pour prendre le temps de l'écrire. Donc, il y aura une période dédiée aux journalistes à la fin de notre session. Et puis, Torngat Metal sera disponible pour répondre à vos questions. Donc, merci de votre présence aujourd'hui, de votre temps. Donc, je vous retrouve juste après la première partie pour d'autres précisions avant la période de questions. Donc, je laisse maintenant la parole à Christine qui va débuter la présentation. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Merci de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Je suis l'une des 3 dirigeantes de Métaux Torngat. Je travaille dans l'industrie de terres rares depuis 10 années. Ma carrière s'est déroulée dans l'industrie lourde, exploitation minière, les produits forestiers, la fabrication, toujours dans le domaine de valeur ajoutée. Avec les terres rares, nous avons une occasion unique de développer une nouvelle industrie à haute valeur ajoutée ici sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Je suis fière de vous présenter notre projet, de vous informer et surtout écouter à vos questions. Nous avons déjà discuté avec plusieurs intervenants, l'organismes sociaux, environnementaux, la ville, les acteurs économiques, et nous n'en sommes qu'aux premières étapes de notre engagement. Aujourd'hui et le 15 avril sont les premières rencontres avec la population. Au cours des prochaines années, nous espérons vous parler souvent. Notre équipe sera toujours disponible. Aujourd'hui, nous partagerons une brève présentation. Au fur et à mesure que nous développons le projet, avec votre contribution, nous partagerons les détails toujours en manière transparente.
Après la séance de la semaine prochaine, le 15 avril, nous commençons à planifier les prochaines occasions de participer pendant les mois à venir avec de nouvelles séances publiques à l'automne pour rendre compte de notre étude environnementale de base et de nos développements d'ingénierie et de conception. Notre ambition est de développer une nouvelle industrie des terres rares dans le respect de nos valeurs, à commencer par notre engagement en faveur de la réconciliation économique avec les populations autochtones. Nous reconnaissons avec respect que notre projet se développe sur les terres ancestrales de différents peuples autochtones. Nous progresserons en accordant une place centrale au partenariat avec les communautés autochtones, essentielle à la réussite de chacune phase du projet, afin de créer des bénéfices économiques et sociaux durables. Nous sommes guidés par une approche inclusive centrée sur les enjeux autochtones, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dans cette présentation, Eric, Sylvie et moi parlerons de notre entreprise, de notre projet, de notre approche et surtout, nous répondrons à vos questions. Nous sommes une entreprise québécoise avec une grande vision. Nous sommes motivés pour faire partie de la transition énergétique, une solution à la crise climatique. Avec toutes les catastrophes récentes, cette crise devient de plus en plus importante. Même il y avait 2 articles sur le climat dans le Nord côtier seulement juste d'hier. Les 4 terres rares citées ici sont essentielles pour les technologies à faible émission de carbone et pour la transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'une économie énergétique basée sur le pétrole à une économie énergétique basée sur les minéraux. C'est pourquoi nous sommes déterminés à exploiter le gisement de Strange Lake avec des quantités de terres rares à classe mondiale. Nous ferons ça seulement si nous pouvons l'exploiter avec les communautés de manière durable et responsable pour les 30 prochaines années et au-delà. C'est dans notre ADN. Ça marcherait avant? OK. Bon. Les terres rares, les 17 terres rares sont utilisées partout. Nous les touchons actuellement dans notre vie quotidienne. Elles sont utilisées dans les équipements médicaux, les verres de haute performance pour les écrans, les lasers, les éclairages LED, les batteries nickel, métal, hydrure pour les batteries rechargeables et pour les aimants permanents pour les moteurs et générateurs à de haute performance. Cette dernière application est le plus important. Les 4 terres rares citées ici sont les composants qui permettent de produire les aimants les plus puissants, appelés aimants permanents. Les aimants permanents sont nécessaires pour les véhicules électriques, les éoliennes et de nombreuses autres applications. Nous avons besoin d'une chaîne d'approvisionnement durable. Nous sommes une petite équipe canadienne et québécoise d'une 20aine de personnes, appelées à grandir au fil des ans, travaillant avec les partenaires de classe mondiale. Notre équipe est composée d'experts en métaux, en terres rares, en environnement et ingénierie qui ont collaboré à d'importants projets miniers au Québec et dans le monde. La demande de terres rares est énorme, mais d'où viendrait-elle?
La Chine contrôle actuellement plus que 90% du marché des terres rares. Dans le même temps, cela crée une chaîne d'approvisionnement imprévisible, instable et incertain pour le plan éthique. Cela signifie que notre transition vers une économie à faible émission de carbone est menacée par les décisions de la Chine. Nous avons la possibilité d'apporter une valeur ajoutée. Strange Lake serait le plus grand fournisseur mondial des terres rares les plus critiques, les terres rares lourdes, et ce, de manière responsable en respectant les normes les plus strictes et la transparence en matière de protection de l'environnement. C'est pourquoi nous pensons que nous avons un projet vraiment prometteur. Les terres rares et la chaîne d'approvisionnement de l'aimant permanent offrent un avenir prometteur pour cette île et Québec. Cela fait partie des plans du Québec pour mener la transition vers l'énergie propre. La demande d'aimants permanents va augmenter de 300 à 700% dans la prochaine année. C'est l'occasion de développer une nouvelle chaîne d'approvisionnement qui commence ici à cette île, en développant l'expertise, en construisant un hub des terres rares pour la région, pour le Québec, pour le Canada et pour le monde, en renforçant les capacités de recherche, de développement et d'innovation. Grâce au projet de Strange Lake, cette île et la Côte-Nord sont en voie de se positionner comme leader dans la transition énergétique, en devenant un pôle mondial de terres rares permettant au Québec d'assurer une chaîne d'approvisionnement stable et responsable. Je passe la parole à Sylvie. Merci, Christine. Alors, moi, mon background, j'ai un doctorat en biologie, une spécialité en environnement. Ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le domaine minier et ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, on va passer à des éléments plus techniques sur le projet de Strange Lake. Le projet contient trois composantes principales. Donc, le site minier qui se situe environ 200 km au nord-est de Shefferville. Il y aura une route qui dirigera vers la côte est du Labrador et ensuite le minerai sera acheminé vers cette île où nous espérons construire une mine de terres rares. Donc, quelques mots sur le site minier lui-même. Ceci, c'est une photo du camp d'exploration qu'on a présentement, qui est en opération au bord du lac Brisson. Une fois que la construction va commencer, et bien sûr pendant les opérations, le camp d'exploration va être déconstruit et on va construire nos installations un peu plus en amont du lac, donc plus loin du lac. Ce qu'on va construire, on va avoir une fosse ciel ouvert qui sera relativement petite, donc on va avoir 0,8 km de large et 1,2 km de long, à peu près 200 mètres de profondeur. On va aussi construire une usine pour concentrer le minerai. Donc, c'est une usine à la mine c'est pas du tout la même usine qu'on propose ici. Donc, une usine à la mine. Et on va avoir aussi du stockage pour les métaux à faible teneur. Donc, une fois que les métaux sont rentrés dans l'usine de concentration, on va bien sûr les concentrer. Donc, on va passer d'environ 1% de la teneur dans le minerai à 10%. Les chiffres restent encore à déterminer. Ça peut bouger encore. Ça peut être 9, ça peut être 11, mais ça va être dans cet ordre de grandeur. On va passer de 1% à environ 10%. Le minerai, quand il va être quand il aura été concentré dans l'usine, on va le mettre dans des sacs. Les sacs, on les achète sur le marché. C'est des sacs qui sont disponibles pour l'industrie. Ils s'appellent des super bags. C'est pas nous autres qui a donné le nom au sac. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc, on va mettre le minerai dans le sac. Les sacs vont être mis à l'intérieur d'un container qui sera fermé. Et ensuite, on va le mettre sur un camion pour le diriger vers la côte est du Labrador. Pour ceux qui ont lu notre description de projet préliminaire, vous vous souviendrez qu'on avait seulement une route, donc la route qui est le tracé en jaune sur la carte que vous voyez. Donc, c'était la route qui allait de la mine vers des installations portuaires existantes pour la minière de Vallée.
Alors, on a eu des consultations avant Noël et les gens ont aussi également mis des commentaires sur le site de l'Agence fédérale. Alors, on a compris qu'il y avait un enjeu face à cette route, principalement avec la distance que la route avait avec un ruisseau très prisé des gens du Nunatiavut. Alors, on a déterminé une deuxième possibilité de route qu'on propose aux gens pour continuer la discussion, pour voir quelle route serait le plus favorable pour les gens. C'est pour vous dire qu'on est au début du projet, on commence les discussions et on est encore flexible. Bon, maintenant, l'usine de séparation des terres rares de cette île, comme vous voyez sur la carte ici, l'usine est située au parc Vigneault. Hein, Arnaud? Vigneault, au nord du quartier Ferland. Désolée, j'ai eu un petit blanc de mémoire ici. L'usine de séparation de cette île comme telle, voilà. Ce qu'on va faire à cette île, c'est là qu'on va traiter les terres rares. Comme Christine disait, c'est là qu'il va y avoir la plus-value pour toute la chaîne qu'on veut développer. La séparation à cette île comprend 2 étapes. La première étape, c'est un procédé qu'on appelle de sulfatation, et la deuxième étape, c'est un procédé d'hydrométallurgie. Qu'est-ce que c'est la sulfatation? C'est quand le minerai va arriver, on va mettre de l'acide sulfurique dessus, on va augmenter la température, ce qui va nous permettre de séparer les éléments qu'on ne veut pas avec les éléments qu'on veut. On arrive à séparer environ 85% des éléments qu'on ne veut pas de cette façon-là. L'acide sulfurique est ensuite récupéré, nettoyé et retourné dans le circuit. Donc, on réutilise le même. Ensuite, quand on a les produits qu'on veut séparer, on l'envoie dans le procédé d'hydrométallurgie. Ce procédé va utiliser de l'eau, bien sûr, va utiliser aussi des différences de pH, va utiliser d'autres acides, comme l'acide nitrique, par exemple. Et c'est ça qui va faire qu'on peut être capable de séparer les terres rares les unes des autres. Ensuite, chacun de ces 2 procédés-là, la sulfatation et l'hydrométallurgie, vont produire des résidus. Ces résidus-là vont être mis ensemble et on va les envoyer dans le parc à résidus qui est derrière l'usine qu'on voit un peu en jaune-brun. Nous, c'est ce qu'on propose. L'avantage de ça, c'est qu'on peut amener nos résidus dans un convoyeur qui va être fermé, ce qui va empêcher la génération de poussière. Donc, le résidu lui-même, c'est pas une boue, c'est pas une boue classique avec une digue. C'est plutôt, ça ressemble à du sable. Et il va y avoir, j'ai une photo de ça d'ailleurs après cette diapositive. Donc, ça ressemble un peu à du sable. Il va y avoir à peu près 10 à 15% d'humidité, donc d'eau, dans le résidu lui-même. Alors, quand on va produire notre résidu, on va aussi ajouter de la poudre de ciment, ce qui va faire en sorte que cette poudre-là va aller chercher le peu d'humidité qu'il y a dans les résidus eux-mêmes. Et maintenant, notre sable, si vous voulez l'appeler comme ça, va plus se comporter comme un solide. Ensuite, quand on va déposer ça dans le parc à résidus, le parc à résidus lui-même, on va mettre 2 membranes pour bien étanchéifier, pour bien sceller, pour empêcher les transferts entre les résidus et la terre en dessous. Et au fur et à mesure qu'on dépose le matériel, on va le couvrir immédiatement. Et ça, pour empêcher 2 choses. Pour empêcher que l'eau tombe sur les résidus et recharge les résidus en eau, et pour empêcher aussi la génération de poussière. Parce que les enjeux dont on nous avait parlé, les gens étaient inquiets à savoir est-ce qu'il pourrait avoir de la radioactivité qui irait dans l'eau ou qui irait dans les poussières. Alors nous autres, on s'est vraiment penchés là-dessus à se poser les questions, comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'il n'y aura pas de radioactivité associée avec la poussière qui va être générée, ni associée avec l'eau qui va pouvoir, par exemple, s'infiltrer et entrer dans la nappe phréatique. Maintenant, l'autre enjeu concernant l'eau, c'était la décharge de l'eau. Les gens nous ont bien fait comprendre que c'était un enjeu important pour la ville de Sept-Îles. Alors, on s'est penché sur la question et puis on est arrivé à faire un design qui nous permet de ne pas rejeter d'eau. Donc, on va être en circuit fermé, complètement en circuit fermé. OK.
Donc, voici, c'est un exemple des résidus qu'on va produire. Comme je vous disais, ça ressemble un peu à du sable. Ça a été produit dans nos tests pilotes qu'on a fait en Finlande. Donc, c'est très, très représentatif de ce qu'on va avoir ici. Pour vous donner une idée de la grandeur, de la grosseur de nos installations, on est très, très, très petits. Ce qu'on va produire par année, on va produire à peu près 15 000 tonnes de terres rares par année. Si on compare avec d'autres entreprises locales, eux, ils vont produire environ 630 000 tonnes. Donc, on est très, très, très petit. Alors, voici donc un schéma de qu'est-ce qui va se passer exactement à cette île. Donc, comme je vous disais, si vous regardez la première photo en haut à gauche, c'est le minerai qui arrive du nord, donc dans les containers. Ce minerai-là va arriver par bateau et ensuite par train jusqu'à l'intérieur de notre usine de séparation. Et c'est là que ça va être ouvert et qu'on va récupérer les sacs. Ensuite, une des particularités qu'on a, c'est qu'on va utiliser de l'électricité pour faire chauffer nos fourneaux au lieu d'utiliser du gaz naturel. Ça va nous permettre de diminuer les gaz à effet de serre et ça nous permet aussi de mieux contrôler la température parce qu'une des façons qu'on a de pouvoir se débarrasser de séparer les éléments qu'on ne veut pas des éléments qu'on veut, c'est avec un ajustement très fin de la température. Donc, d'avoir de l'électricité, ça nous permet un contrôle plus fin. Un des autres enjeux que les gens nous avaient parlé, c'est où est-ce que vous allez prendre votre eau pour commencer. Parce que l'usine, quand elle va commencer, il faut la remplir d'eau, entre guillemets. Puis quand on parle d'eau, on parle d'environ de 11 000 cubes. 11 000 cubes, ça représente 1/10 du volume d'une piscine olympique. Donc, c'est pas tant que ça. Alors, une des inquiétudes, un des enjeux, c'était où va-t-on prendre notre eau? Alors, une des suggestions qu'on a, et ça demeure à être négocié et ça demeure ouvert à d'autres échanges, c'est qu'on pensait, au lieu de la prendre d'un lac ou d'une rivière, on pourrait la prendre après le traitement des eaux usées de la ville de Sept-Îles. Donc, la ville de Sept-Îles, on reçoit leurs eaux usées, la traite et la rejette. Alors, nous, on pensait la prendre juste avant le rejet. On pourrait aller chercher cette eau-là. Donc, ça permet d'aller chercher de l'eau qui n'est pas destinée à la consommation humaine et qui n'est pas destinée à l'environnement. Donc, ça nous permettrait vraiment de minimiser les impacts et ainsi de répondre d'une façon plus positive aux enjeux que les gens nous ont fait comprendre. Et bien sûr, la dernière photo, c'est une fois qu'on aura notre minerai de terre rare, nos insecticides de terre rare, on va les amener sur le marché avec des containers. Donc, les étapes clés du projet, comme vous voyez ici, on commence l'étude d'impact. En fait, l'étude d'impact va commencer de façon officielle lorsqu'on déposera notre étude de projet, notre projet détaillé. Et l'étude d'impact va durer probablement jusque vers le milieu des années 2026. Donc, on pense déposer en 2025. On s'attend, en fait, on voit d'un très bon œil d'avoir un BAP, parce que nous, on veut vraiment être transparent, on veut vraiment parler avec les gens, et puis pour nous, ça va juste être une autre opportunité, une autre occasion d'écouter les gens et de répondre à leurs inquiétudes. Ensuite de ça, on va rentrer dans la période permis, construction, et on pense rentrer en production dans les 2028-2029. Donc, pour résumer un peu le côté technique, puis je vous invite à poser toutes les questions, notre ADN, comme disait Christine, c'est vraiment de fonctionner de manière éthique, transparente et responsable. Donc, pour ce faire, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser les gaz à effet de serre. On va faire la gestion de résidus tels que je l'ai mentionné. On va vraiment porter un intérêt particulier à la qualité de l'air, la qualité de l'eau. On a aussi des milieux humides ici. On va les caractériser et on va faire une surveillance continue. Et aussi, on veut vraiment améliorer la qualité de vie des gens de la région. Et sur ça, je passe la parole à mon collègue Éric. Merci. Donc, à mon tour, je désire vous remercier de vous être déplacé pour venir nous rencontrer. Donc, je vais vous parler un petit peu des bénéfices pour cette île. Donc, au niveau de notre projet, on a un projet à long terme. On est là pour une durée de vie de 30 ans et plus.
Donc, on est là à long terme. On veut s'implanter ici à Sept-Îles. On veut créer une expertise locale et engagée envers la transition énergétique. On veut aussi diversifier l'économie en étant dans le domaine des terres rares. On veut créer jusqu'à 280 emplois ici à l'usine, des emplois de qualité, et on espère bien qu'il y ait une attractivité de la main-d'œuvre qui va se faire avec notre établissement ici à Sept-Îles. Au niveau des partenariats avec les différentes institutions académiques, donc le cégep, l'université, le centre de formation, et les entreprises locales, les entrepreneurs, les contracteurs qui vont travailler sur le site avec nous. Donc, c'est une partie importante pour nous aussi. Et le projet local, on va en faire va être à rayonnement international. Donc, comme Christine le disait, on va être le hub ou la plaque tournante de l'industrie des terres rares et ça va amener un rayonnement international pour la région. Au niveau de notre approche, donc notre approche elle est basée sur les Autochtones, l'environnement au niveau social et la gouvernance. Donc, au niveau autochtone, on a une approche intégrée à l'ensemble de nos décisions. Donc, ça fait vraiment partie de l'ADN. Lorsqu'on développe la technologie, on développe les procédures, Oups. Non, ici, c'est vrai. Donc, quand on développe nos politiques, etc., on s'assure d'intégrer tout ce qui est autochtone à l'intérieur de ça. On veut aussi créer des partenariats solides et durables avec nos différents partenaires autochtones. Et on veut s'aligner sur les objectifs des communautés. On veut respecter leur autonomie et les droits. Au niveau autochtone aussi, on fait affaire avec 6 différents groupes, 4 au Québec et 2 du côté du Labrador. Au niveau de l'environnement, pour ce qui est de la mine, on veut une exploitation qui est sélective, à faible impact. La route et le transport maritime saisonnier, minimisant les impacts environnementaux. Donc, le développement, comme Sylvie l'a expliqué, de la route, on s'assure d'avoir l'impact le plus minime au niveau environnemental. Au niveau de l'usine, ça va être une technologie qui est spécialisée, qui minimise les déchets, la consommation de l'eau et les émissions. Puis c'est une approche circulaire pour l'eau et les minéraux. Du côté social, on va mettre une priorité sur la santé et sécurité des travailleurs, de tous nos employés qui vont travailler sur le site, nos partenaires et aussi la population. On va faire un engagement dans une éthique de travail inclusive et équitable. C'est une priorité pour nous de faire ça aussi. Ça fait vraiment partie de tout ce qu'on fait dans notre développement présentement. On va aussi profiter de l'occasion pour faire du développement, donc s'associer avec le cégep, l'université, le centre de formation pour développer les compétences les compétences techniques qu'on va avoir de besoin pour travailler dans l'industrie des terres rares. Au niveau de la gouvernance, donc on a une gestion proactive des risques. Donc, on doit définir les risques et s'associer qu'on les minimise. Donc, il va y avoir une approche transparente et responsable pour les parties prenantes. On veut vraiment être transparent avec les différentes parties prenantes avec qui on fait affaire, peu importe la communauté avec qui on travaille. Priorité aux composantes autochtones, environnement et social, et ce, à partir du conseil d'administration jusqu'à la haute direction de la compagnie. Donc, on veut s'assurer que c'est implanté et que c'est utilisé de haut en bas dans l'organisation. Une présence soutenue. Merci. Donc, on veut avoir une approche locale et responsable. On veut vraiment créer une communication claire, transparente et bidirectionnelle avec l'ensemble des communautés de la Côte-Nord. On a une présence ici qui est présentement elle est hebdomadaire avec l'équipe de gestion qui vient ici à Sept-Îles. On vient d'ouvrir un bureau à Sept-Îles sur la rue Napoléon, tout près du Tim Hortons. À date aussi, on a eu une trentaine de rencontres avec les différents acteurs de la communauté, que ce soit des acteurs économiques, environnementaux, académiques, gouvernementaux, municipaux et syndicaux aussi. On va faire aussi plusieurs séances d'information publique pour la population tout au long du projet, comme ça a été expliqué tout à l'heure.
Donc, en résumé, pour terminer, on veut une approche éthique pour relever les défis qui sont les défis actuels. On a l'ambition de bâtir un projet qui est exemplaire en matière d'acceptabilité sociale. Pour nous, c'est très important, ce point-là. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va collaborer, écouter et respecter les communautés locales. On veut optimiser notre empreinte sociale et environnementale. On va monitorer l'impact du projet tout au long de la durée. On va maintenir une transparence avec les communautés, s'investir pleinement et à long terme dans la communauté pour léguer des bénéfices générationnels. Donc, pas juste pour le court terme, mais vraiment là pour le long terme. Et collaborer avec les meilleurs experts et partenaires mondiaux. On va passer à la période de questions. Oui, alors merci de votre présentation à tous les trois. Merci à tous de votre attention. Donc, on va passer effectivement à la période de questions. Donc, ça va être pour vous l'occasion de demander des précisions, d'exprimer vos opinions ou de partager des points de vue. Donc, pour faciliter ce moment d'échange, on va passer parmi vous avec des micros. N'hésitez pas à faire signe puis prendre le micro pour prendre la parole. Donc, afin d'assurer aussi un dialogue équitable et constructif, nous allons veiller à ce que tout le monde puisse s'exprimer. S'il y a des questions supplémentaires, nous reviendrons vers ceux qui ont déjà posé une question après avoir donné la parole à tous les participants. Donc, nous comprenons que s'exprimer en public, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, ça peut être intimidant. Donc, si vous avez des questions, mais ne préférez pas prendre la parole, des feuilles sont à votre disposition. Vous pouvez y inscrire votre question et quelqu'un la lira à haute voix. Donc, la période de questions est prévue pour environ 45 minutes. Nous restons disponibles tant qu'il y aura des questions à aborder. Donc, on souhaite vous écouter puis répondre au mieux à vos interrogations. Sur cette slide, vous voyez l'adresse courriel également, engage-qc@standgatmetal.com pour aussi envoyer vos commentaires, bien sûr. Donc, la parole est à vous. Qui veut briser la glace ? Monsieur. Bonjour. Merci de prendre soin de la communauté. J'ai une série de questions. On va en poser une à la fois. J'ai remarqué que le site choisi ici à cette île est tout près de la prise d'eau principale de la ville de cette île, qui est le lac Rapide. Vous êtes à quelques centaines de mètres, puis ça m'intrigue beaucoup. C'est avoir, d'une part, des composés assez agressifs là, pour récolter des matériaux à l'intérieur des terres rares. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi si près de la prise d'eau principale de la ville? OK. Merci. C'est une question très pertinente. C'est un enjeu qu'on a très, très bien compris, qui nous a été expliqué. Alors, en ce qui concerne la prise d'eau, il faut comprendre deux choses. La première des choses, c'est qu'on est dans deux bassins versants. Ce que ça veut dire, c'est que pour que l'eau qu'on a à l'usine de séparation puisse se rendre là, il faut en fait qu'elle monte la colline pour aller dans l'autre côté. Donc, c'est physiquement, c'est pratiquement impossible. Deuxième des choses, en travaillant en circuit fermé, on n'a pas de décharge d'eau. On ne déchargera pas notre eau dans la rivière ou dans la baie. Donc, on va vraiment fonctionner en circuit fermé. Et le fait qu'on va avoir des résidus qui vont être à toute fin pratique un solide, il va avoir... c'est négligeable le danger d'avoir une infiltration d'eau par ça. Donc, le fait qu'on soit à une certaine distance nous a vraiment focusé à s'assurer à ce qu'il n'ait aucune chance, mais alors là, aucune chance de contamination par notre mine de votre eau dans les lacs des Rapides. Il n'y en aura pas.
Est-ce que je réponds à votre question? Bon, en partie, là, c'était une de mes préoccupations. Je trouve, excusez-moi, ça répond en partie à mon questionnement. OK. Mais je demeure préoccupé parce que c'est relativement près. Puis, Oui. je m'imagine le pire, là, une catastrophe, c'est des poussières qui soient véhiculées au travers des cheminées ou des systèmes de ventilation qui se ramasseraient. On sait que les vents dominants viennent de l'ouest, mais les tempêtes, c'est de l'est vers l'ouest. Mhm. Et puis, il est fort possible qu'il y ait des poussières qui soient transportées à ce moment-là, c'est vers le lac des Rapides. OK. En ce qui concerne les poussières, ça aussi, c'est un enjeu qui est important. Pour les poussières, on n'a pas de... À la mine, on a une fosse, on a ce qu'on appelle des stockpiles. C'est quoi en français? C'est des haldes stériles, des haldes, des entrepôts pour les matériaux à basse teneur. On n'a pas ça à cette île. À cette île, c'est juste un édifice comme n'importe quel autre édifice qu'il va avoir qu'il y a dans le parc industriel. On est petit, donc ça rentre bien. Là, c'est vraiment la bonne place pour nous d'être dans un parc industriel à cause de notre grosseur. Donc, il n'y a pas de génération de poussière en termes de camions qui se promènent, en termes de piles de quelque chose dehors. Il n'y aura rien d'exposé dehors qui serait susceptible d'être attrapé par le vent. La seule possibilité qui aurait de générer des poussières, puis ces poussières-là pourraient contenir des radionucléides, c'est avec les résidus. Et j'ai déjà expliqué comment qu'on va vraiment minimiser. Donc, vous parlez aussi probablement de ce qui va sortir des cheminées. Les cheminées, les études qu'on a faites jusqu'à maintenant, les tests pilotes montrent qu'il va y avoir, on a ça s'appelle des scrubbers en anglais. Je ne sais pas c'est quoi le mot français, peut-être que quelqu'un peut me l'apprendre, mais on va vraiment aller chercher tous les éléments qui sont nocifs et puis on va vraiment aller les chercher avec une autre technologie qui s'appelle des cyclones. Donc on va tout aller les chercher. Nous, on a tout intérêt à garder ça parce que ça coûte très cher et à les recycler. Donc on fait un recyclage maximum. Les études qu'on a faites jusqu'à maintenant montrent que s'il y a quelque chose qui sort des cheminées, ça va vraiment à des niveaux traces, des niveaux très, très difficiles à mesurer. Et pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, on va avoir au pourtour de l'usine, donc on va avoir des capteurs, des machines qui vont surveiller la qualité de l'air en temps réel. Donc, s'il y a un problème quelconque, il va y avoir un message immédiat qui va être envoyé à la salle de contrôle et ils vont savoir qu'il y a un problème. On va arrêter, on va réparer le problème et on va continuer. C'est un enjeu qui, pour nous, est très, très, très important et vous avez tout à fait raison de nous poser ces questions-là. Donc, c'est ce qu'on pense faire pour arriver à minimiser, sinon pas éliminer, des problèmes qui pourraient y avoir au lac. Ça répond un peu mieux? Ça répond un peu mieux. Je comprends également que le procédé va être humide. Le quoi? Le procédé va être humide en soi. Donc, Oui. moins de poussière. Oui, c'est humide à l'intérieur de l'usine, mais on recycle et on traite notre eau et on la réutilise. Une des façons qu'on arrive à faire ça, c'est que nos résidus vont être filtrés et on va vraiment aller chercher toute l'eau et on va vraiment récupérer cette eau-là. Donc, ce qu'on envoie dans les résidus, ça a toute fin pratique, c'est du sable qu'on va solidifier avec de la poudre de ciment. Merci. Merci. Je peux poser une autre question? On va revenir à vous un petit peu après. Je voudrais laisser la chance à d'autres personnes de s'exprimer, mais vous inquiétez pas, on reviendra à vous. Donc, la prochaine personne qui veut poser une question? Oui? Oui, bonjour. Je voudrais avoir de l'information sur combien de tonnes par année que vous allez traiter, de tonnes de minerais. Et ensuite, la deuxième question, combien de tonnes qui va aller dans le dépôt, si on veut dire dans la cour où on va les résidus. Puis la cour à résidus, combien de tonnes qu'elle peut accepter? OK.
le minerai qui va arriver, c'est très peu. On va avoir entre 150 et 200 000 tonnes de minerai par année qui va arriver à la ville de Sept-Îles. De ça, on va extraire environ 2000, 3000 tonnes de minerais, des terres rares qu'on veut. Donc, on va, dans les 30 ans, on va générer environ 5,4 millions de tonnes de déchets, de rejets qui vont être placés comme la photo vous avez montrée. Non? OK. Comme la photo vous avez montrée, donc dans les 30 ans. Quand on va avoir fini, quand l'usine va être terminée, notre vision, c'est de recouvrir ça. On ne va pas laisser ça comme ça, une espèce de montagne qui va être plutôt solide. Bien sûr, pendant qu'on va mettre les résidus, on va faire ce qu'on appelle une réclamation progressive. Donc, à chaque fois qu'on va mettre du matériel, puis c'est pas beaucoup, hein, on va mettre environ, le maximum, on va mettre environ 800 à 1000 tonnes par jour. Donc, en termes de grosseur, on parle de, des matériaux qui sont très denses, donc c'est pas beaucoup, on parle à peu près 20 mètres par 30 mètres. Là. Ça peut changer un peu là, avec le détail de l'ingénierie, mais ça va être dans cet ordre de grandeur-là. Donc, on va le couvrir immédiatement. Et aussitôt qu'on aura atteint la hauteur maximale et finale, on va faire une réclamation progressive. Donc, on va mettre là, ça dépend, les études vont nous dire exactement s'il faut imperméabiliser, si oui, avec quoi? Avec une membrane, avec de l'argile, combien de sol doit-on mettre, quel genre de plante doit-on planter. Donc, tout ça, ça va être des questions qui vont être répondues avec les études, mais juste pour dire que quand on va avoir fini, on va transformer la montagne, c'est le 10 mètres, ce n'est pas une grosse chose, on va la recouvrir et on va la revégétaliser. Ça va être un peu comme quand vous allez dans des anciens dépotoirs qui ont été recouverts, qui sont maintenant rendus des parcs à chiens. Ça pourrait être quelque chose de similaire. Donc, on va les recouvrir et on va les revégétaliser. Ça répond? Oui, merci. Merci. Donc, la parole là-bas. Il y a quelqu'un? Oui, bonjour. J'ai lu en partie le document que vous nous aviez présenté, puis j'avais beaucoup de questions parce que j'ai remarqué que dans votre document qui parlait de l'usine à Sept-Îles, il y avait beaucoup de questionnements dans le sens d'études à venir et tout ça. Alors, à la lumière de ça, je me demandais, est-ce qu'une autre usine semblable au Québec ou au Canada, et sinon, d'où viennent tous ces processus-là pour le traitement des terres rares? Merci. Pour nous, je veux commencer la réponse pour dire, nous n'avons pas toutes les réponses. C'est pourquoi on a une approche pour toujours trouver des partenaires qui sont experts. Alors, ce qu'on utilise pour le procédé pour produire les terres rares et aussi pour les procédés pour traiter les eaux ou pour le parc à résidus, on utilise des technologies qui sont déjà commercialisées. Peut-être pas commercialisées pour les terres rares, mais on cherche des technologies qui on peut adapter pour les terres rares. Comme le parc à résidus, il y a déjà des mines qui utilisent cette approche, mais on doit faire des tests pour être certain que ça marche pour notre situation. Et avec ça, nous sommes dans le début du procédé pour développer le projet. Alors, c'est pourquoi on ferait des études, par exemple, les études d'impact environnement, et on ne veut pas développer toutes ces études, tous ces détails, et à ce moment, vous parler. On veut vous parler maintenant, quand on développe encore le projet pour qu'on pourrait améliorer le projet. Est-ce que j'ai bien répondu ou je pourrais aller en plus de détails?
Puis, mon autre sous-question, est-ce qu'il y a une autre usine semblable au pays ou à votre connaissance? Une autre usine de terre rare? Oui, semblable de Oh, possibilité au Canada. j'ai mal compris, m'excusez. La demande de terre rare monte vraiment vite maintenant parce que la demande pour la transition énergétique, non seulement la demande a grandi, mais aussi il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont peur de la contrôle que la Chine a de la chaîne d'approvisionnement de la terre rare. Alors, on verrait qu'il y aurait plusieurs usines autour de la monde qui vont être construites pour produire les terres rares qui sont besoin. On pense que les projets qui sont environnementaux, transparents, qui ont une acceptabilité sociale et qui sont économiques, qui vont dérouler. C'est qu'on a besoin de développer une industrie de terres rares hors de la Chine. Alors, je ne sais pas si on verrait d'autres usines au Québec ou au Canada. Nous savons seulement que nous avons un projet qu'on pense il y a une bonne opportunité pour avancer. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Bonjour. Alors, je me présente. Moi, mon nom, c'est Roberto Stea. Je vais vous présenter mon background. Moi, je suis titulaire d'un baccalauréat en géographie, aménagement du territoire, et je demeure quand même assez proche de votre projet. Je ne sais pas si on pourrait remettre la carte, M. Ouellet, la carte qu'on voit, le Google Maps là, avec l'usine, avec peut-être une perspective un peu plus large qu'on peut voir à ma maison, comme dans le journal. Pas celle-là. C'est après. Non. Après. Oui, c'est ça. Es-tu capable de la mettre un peu plus large avec ou c'est tout ce que tu as? Parce que dans le journal, on voyait mon secteur où je demeure. On voulait qu'elle apparaisse bien à l'écran, qu'elle soit plus... OK. T'as pas meilleur... Bon, anyway. Moi, je demeure depuis 25 ans dans un secteur qu'on appelle le lac d'Aigle, au nord de cette île. Et mon intervention, ce n'est pas nécessairement une question, mais c'est plus une intervention auprès de M. Luneau. Vous avez parlé tantôt de l'approche avec les collectivités, notamment les collectivités autochtones, la ville de cette île, mais je pense que vous en avez oublié une très importante, une petite collectivité de 125 personnes qui demeure tout près de votre projet, un petit peu à l'est. Là, cette valeur, on ne le voit pas, mais dans le journal, on le voyait bien. C'est la collectivité du lac d'Aigle. La collectivité du lac d'Aigle, je prends quelques instants pour vous la présenter et je vous invite à venir faire une présentation chez nous. Les gens sont très intéressés. On a une salle communautaire pour ça. La collectivité du lac d'Aigle ne fait pas partie de la ville de cette île. Elle est située au nord des limites de la ville de cette île et elle est administrée par la MRC de Sept-Rivières, dont on n'a pas fait mention là, dans votre présentation. Ce qu'il y a de particulier avec la collectivité du lac d'Aigle, c'est que les gens n'ont pas le droit de représentation au niveau municipal. Donc, on ne vote pas au niveau municipal. On n'est pas, il n'y a aucune représentation politique non plus. Ceci fait en sorte que depuis, je vous dirais, une dizaine d'années, il n'y a à peu près aucune interaction entre nos citoyens qui sont un peu abandonnés, laissés à eux-mêmes par la MRC de Sept-Rivières. Et on a à subir différents projets, votre projet étant peut-être un énième projet dans notre secteur. La dernière fois, là, je ne veux pas parler en mal de la MRC, mais les dernières bonnes relations qu'on a eues sont avec M. Lévesque, qui est assis derrière moi et que je salue. Il était préfet il y a peut-être une dizaine d'années. Ça allait très bien dans ce temps-là. Mais ce qui se passe dans le secteur du lac d'Aigle, et si on avait la carte un peu plus large, vous constaterez que on est juste à 250 mètres de la plus grande sablière au Québec, le banc du lac d'Aigle qu'on appelle. L'exploitation de cette sablière-là
a mangé une partie de notre bassin versant de manière irrécupérable. Il y avait eu des planchers d'exploitation sous le seuil minimum des hautes eaux du lac d'Aigle. Ça, c'était l'industrie minière. Donc, on a déjà un historique, nous, avec l'industrie minière qui laisse à désirer. Il y a toujours de l'exploitation de carrières qui se poursuit sans nécessairement qu'on soit consulté. Là, on pose des questions à la MRC notamment, on n'a jamais de réponse. L'exploitation de la carrière et sablière se poursuit notamment vers le lac. On a du dynamitage. On voit ici sur la ligne de transport d'Hydro-Québec là, qui se sépare en deux. Au nord, vous avez la ligne de Churchill Falls, 735 kV, 3 pylônes. Et vous voyez juste au sud, là, qui vient rejoindre ici la ligne. Mais pourquoi qu'elle n'est pas parallèle? C'est parce qu'elle contourne, si on avait l'image un peu plus large, elle contourne notre lac. C'est un autre projet, ça, qui, dans notre secteur, qui a été quand même, c'est 300 pieds de large de déboisement. Je fais référence à TerraVenture également, le projet d'uranium. Il avait commencé à faire les chemins d'accès à partir du lac. Je pourrais en parler très longtemps, mais là n'est pas la question. La question, c'est de vous sensibiliser à venir présenter votre projet à notre communauté, parce qu'il y a à peu près personne qui s'occupe de nous et qui va nous représenter de manière politique. Alors, vous avez probablement la personne en avant de vous qui est très préoccupée. Et dernier point qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit dans la zone rouge, votre projet, je pense, c'est le premier projet industriel qui s'inscrit dans le parc industriel Ouest Jonction-Arnaud. C'est la première fois que je vois ce nom-là. Ça, c'est une zone qui a été créée par la ville de Sept-Îles dans la zone industrialo-portuaire. Hein, et puis, ben, cette zone-là est limitrophe avec la ville de Sept-Îles. Donc, si tu traverses cette zone-là, vous tombez automatiquement chez nous. Et encore une fois, nous, on n'a jamais été consultés pour la mise en place de cette zone industrielle-là qui fait frontière avec notre secteur. Alors, en terminant, je vous félicite là, pour votre présentation, c'est très apprécié. Alors, en terminant, bien, je vous invite à tenir en considération qu'il y a 125 personnes qui vivent tout près de votre projet et qui sont intéressées à en savoir davantage. Merci. Merci de votre intervention. Effectivement, on n'a pas rencontré tout le monde encore. Comme on a mentionné, on a encore quelques années à faire des représentations, puis effectivement, ça va nous faire plaisir d'aller faire une présentation de votre côté. On va mettre ça dans l'agenda. C'est une réponse rapide à une intervention longue, mais... Merci beaucoup. Monsieur? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, je reste aussi au lac d'Aigle. Je sais qu'on est quand même quelques-uns ici ce soir. Je vous ai écouté avant la rencontre d'aujourd'hui à la radio, de Radio-Canada, où vous parliez de cyclones qui, heureusement, recyclent vos acides, mais qu'il faut quand même que vous en rajoutiez de temps en temps. Vous en perdez. On ne sait pas où, je ne veux pas le savoir, c'est juste une constatation. C'est la première chose. Là, tantôt, on a eu des symboles chimiques de quelques-unes de vos terres rares. Les 4 principales, là, il y avait le praséodyme, le terbium, mais les 2 autres, ND puis DY, c'est quoi? Tout ça, ça va être lessivé par des acides, autrement dit. Là. Quand vous parlez aussi de parc résidu, que vous allez mettre de la poussière de ciment par-dessus ça pour stabiliser ça, hein? Quand ça va être rendu pour tasser ça de là, pour regarder si la deuxième tarp n'est pas défoncée, là, comment on va faire? Ça va être du ciment, vous allez tout défaire en même temps. Ça, c'est quand ça va mal. Parce que
je comprends qu'aujourd'hui, on est dans les premiers balbutiements, puis que vous êtes en train de nous présenter la mine la plus verte au monde, là. Moi, vous êtes comparé à Petit. Vous avez dit qu'il y avait du tonnage de fer ici qui part de cette île-là, puis que comparativement au fer, vous êtes petit. C'est vrai, parce qu'il y a du tonnage ici de fer qui part depuis 1960 ici, là. Petit, ça ne veut pas dire pas nocif, là. Hein? Le minerai de fer, les bassins de décantation, on en a vu, là, puis c'est quand même du fer. C'est pas du praséodyme, c'est pas du niobium, c'est pas des affaires de même, là. C'est pas des acides recyclés, c'est pas le cyclone, c'est pas tout ça. Jusqu'à date, je n'ai pas encore de questions, c'est seulement des questionnements. Vous avez dit que vous alliez faire de cette île un hub. Un hub, là, des terres rares. J'aimerais ça en apprendre plus, parce que vous avez aussi constaté que d'ici quelques années, étant donné que vous voulez éliminer la Chine de la chaîne d'approvisionnement en terres rares, qu'il va y avoir une croissance de 300 à 700 %. Ça veut dire, est-ce que cette mine-là va prendre plus d'importance? Est-ce qu'elle peut doubler, tripler, quadrupler, cinquupler, sextupler, etc.? C'est la deuxième affaire. Vous parlez de hauteur maximale dans les parcs résidus. J'aimerais savoir c'est quoi une hauteur maximale par rapport au terrain qu'on a vu. Là. C'est une autre chose. Après ça, je pense que... Non, mais c'est la dernière question. Ça fait que... en fait, ça se peut que je revienne le 15. Là, ça nous ferait plaisir, monsieur, oui, que vous reveniez le 15. Oui, puis j'ai aussi pris en note votre Engage Québec. Je vais essayer de résumer. Si j'ai bien compris, vous avez 3 questions. Qu'est-ce qui arrive avec l'acide sulfurique? Parce que, donc, s'il faut en rajouter, ça veut dire qu'on en perd. Le parc à résidus, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a une faille de la membrane? Et la hauteur maximale des résidus eux-mêmes. C'est les 3 questions que vous avez? Ou les 3 interrogations? Pour le 11. OK. Donc, pour... C'est noté, monsieur. C'est noté. Je vous attends le 15. Je vous attends le 15. Donc, pour l'acide sulfurique, c'est pas qu'on le perd, il disparaît pas dans la nature, c'est pas une fuite. C'est qu'on va utiliser lime en français. C'est quoi lime en français? C'est... de la chaux? De la chaux. On va utiliser de la chaux pour neutraliser. Puis des fois, en le neutralisant, il devient neutralisé, c'est plus de l'acide sulfurique, donc il faut en avoir d'autres. Donc, c'est là qu'on perd un peu, c'est qu'on fait une neutralisation, surtout avec nos produits, pour justement ne pas traîner l'acide sulfurique. Donc, il n'y a pas une perte à quelque part, là, ça ne va pas dans les airs, à nulle part, c'est qu'il est neutralisé. En ce qui a trait au parc à résidus, pour une faille de la membrane elle-même, donc, on va avoir des senseurs sous qui va nous dire s'il y a une faille. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir, on n'a pas besoin de regarder. Il va y avoir des instruments qui vont mesurer l'humidité puis qui vont nous dire si effectivement il y a une faille. Mais il faut comprendre que la façon que j'explique parfois le concept de parc à résidus sec, comme on a, c'est un peu comme quand vous faites la vaisselle, vous avez une éponge. Puis, votre éponge est pleine d'eau. Puis vous pressez votre éponge, puis il y a de l'eau qui sort. Tout le monde comprend ce concept-là. Si vous faites ça, puis vous mettez votre éponge sur le comptoir, puis vous n'ajoutez pas d'eau, il va y avoir un petit peu d'eau qui va ruisseler, puis à un moment donné, ça l'arrête. La seule façon que vous pouvez sortir plus d'eau de votre éponge, c'est si vous ajoutez de l'autre eau ou si vous pressez dessus pour aller vraiment sortir les dernières miettes, les dernières gouttes d'eau. Mais une fois que l'éponge a été pressée, bien, il n'y en a plus d'eau. Donc, c'est un peu le même principe qu'on a avec les tailings, les résidus secs. Donc, c'est très, très stable. Ça l'empêche
les gros désastres qu'on voit à la télévision, là, des boues avec dans les parcs à résidus avec les digues qui rouvrent, puis tout ça, ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible. Donc, le résidu lui-même est très, très, très stable. Il ne bouge pas. Il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. Il y a 15 % d'eau. Alors, si on ajoute en plus de ça la poudre de ciment, ça va aller vraiment chercher les petites gouttelettes d'eau qu'il y a un peu partout. Puis c'est ça qui va faire que ça va devenir un peu solide. Alors, nous, en le couvrant immédiatement et en permanence, ça l'empêche qu'il y ait de l'eau nouvelle. Donc, ça l'empêche qu'il y ait de l'eau qui rentre dans votre éponge puis qui recommence à sortir. Il ne va juste pas avoir d'eau dans le résidu lui-même. Donc, même s'il y a une faille de la membrane en dessous, il n'y aura pas d'eau qui va être capable, ou il n'y aura pas d'eau en suffisance qui va être capable de descendre et de vraiment aller s'infiltrer dans la nappe phréatique. Donc, c'est vraiment pour ça, ça coûte beaucoup plus cher de faire des résidus de cette façon-là. Ce qui est le moins cher, c'est ce que la plupart des meunières font, des digues avec des boues, avec de l'eau par-dessus, c'est moins cher. Mais nous, on essaie de faire quelque chose qui va minimiser les impacts sur l'environnement. Ça nous coûte un peu plus cher, mais nous, on pense que ça en vaut la peine. Est-ce que je réponds à votre question? La hauteur, on parle de 10 mètres. Donc, ça va être ça ne sera pas très, très haut. Si on regarde les collines qu'il y a ici, ça va être moins que ça. Ça va être à peu près comme les arbres. Et puis, quand on va avoir fini, comme j'ai dit, on va mettre ce qu'on va mettre dessus reste à être déterminé, là. Mais généralement, on parle d'une couche de topsoil avec, on va mettre les plantes adéquates. Et puis, ça pourra être ce que les gens de cette île en veulent. Si vous voulez un parc à chiens, ça pourra être un parc à chiens. Madame? Bonsoir. Probablement que la membrane elle a un temps de dégradation, elle aussi. Hein? Mm-hmm. Oui. Ça m'intéresse parce qu'on a des petits-enfants, puis on espère avoir des petits et des arrière-petits-enfants. On ne voudrait pas qu'ils restent avec ça. Je vous comprends parfaitement. J'ai 4 petits-enfants et puis je comprends très, très bien votre vision. Je vous rassure immédiatement, la probabilité qu'il y ait de l'eau qui sortent de nos résidus, puis qui s'infiltrent dans la nappe phréatique en amenant des résidus qui sont dans les choses qui sont dans le parc à résidus, est de très faible à négligeable. J'aurais aucun problème à vivre près avec mes petits-enfants. Je vous comprends parfaitement. Vous parliez d'argile tantôt. Je pense que c'est une bonne... Ça a bien sonné dans mon oreille, parce qu'on sait que l'argile ramasse toutes ces cochonneries-là. Fait que j'espère que vous allez utiliser de l'argile toujours pour ça. L'argile, c'est une des solutions. Les études vont nous dire exactement quoi mettre. C'est souvent utilisé, mais ce n'est pas toujours utilisé. Ça pourrait être une autre membrane, ça pourrait être du sable, ça pourrait être, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Il faut faire les études pour voir qu'est-ce qui est approprié pour le site ici. Ça, c'est une solution parmi tant d'autres. Mais ce que je sais, c'est qu'il y aura une couverture, il y aura une certaine épaisseur de sol, et puis on va planter donc des espèces indigènes, là, des plantes indigènes, et puis ça sera un parc, si vous voulez. Je m'excuse, j'ai comme un chat dans la gorge, je m'excuse. Madame? Moi? Oui. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Ma question est, pourquoi est-ce que vous installez l'usine de transformation à cette île? Je ne suis pas une grande spécialiste des industries minières, mais vous avez déjà des installations à Strange Lake. Il semble que ça soit un très grand terrain. Pourquoi ne pas installer l'usine là? Ça éviterait toutes les questions qu'on a à ce soir, première des choses. Et peut-être que ça sauverait l'environnement près des lacs, du lac Rapide, du lac d'Aigle et compagnie. C'est la question que je me posais. Pourquoi c'est à cette île? Et est-ce que c'est officiel que ça va être à cette île? Y a-t-il des chances qu'on s'en sauve? C'est une belle industrie, c'est bien beau, mais dans le cours des autres. Pourquoi cette île? Cette île a un bassin de main-d'œuvre qui est pertinent pour nous, qui n'existe pas à Strange Lake. À Strange Lake, il y a des caribous.
Également, pourquoi cette île? Il y a un port en eau profonde qui est intéressant pour nous. Donc, c'est un endroit pour livrer le minerai lui-même. Il y a, il y a de l'électricité qui vient, donc on a vu les lignes électriques passent juste à côté. Il y a aussi le réseau ferroviaire qui est très intéressant pour nous autres. Mais c'est aussi un bassin industriel déjà, qui est familier avec les industries. Et puis, dans nos discussions, ça nous semblait être un élément important. Christine va amener d'autres éléments aussi pour répondre à cette question. C'est un peu ce que... Oui, exactement. On a fait des études pour comprendre c'est quoi qui fait du bon sens pour faire à la site minier et quoi faire d'autre part. Parce qu'on fait une optimisation, parce qu'à Strange Lake, il n'y a pas d'électricité. Ça doit être un site autonome. Alors, si on peut être dans un site comme cette île où on a l'hydroélectricité, où on a un main-d'œuvre, où on a l'infrastructure, ça fait du bon sens. Alors, on a optimisé l'usine de concentration qui va être sur le site minier pour réduire le volume, pour réduire l'impact environnemental de le transport des minéraux. On a fait des études à quelle ville, à quel parc industriel ça fait du bon sens. On avait beaucoup de critères comme la main-d'œuvre, l'infrastructure, que c'est quelque part, c'est déjà d'autres industries qui sont là. Il y a des écoles, des cégeps, des universités, les gens qui désirent avoir de développement économique, d'être dans l'opportunité de trouver des industries à l'avenir, au futur. Et on a choisi cette île. Ça a bien mis notre checklist. Alors, c'est qu'on propose. Ce n'est pas finalisé. C'est l'étude qu'on fait maintenant, la consultation qu'on fait. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Ghislain Lévesque. Madame Côté, je fais partie du même club que vous. Puis la madame précédente, je suis papy de 7 petits-enfants. Alors, on est dans le même club, madame. Ceci étant dit, lors de votre présentation, vous avez à quelques reprises parlé de radioactivité. Et au mois de novembre dernier, lorsque les consultations fédérales ont débuté, comme première intervention, tout de suite, ici dans la région, on a parlé d'uranium, on a parlé que ce projet-là allait dégager beaucoup d'uranium. J'aimerais ça, très sincèrement, qu'on démystifie cette notion de radioactivité, de cette notion d'uranium. Mettons le couvercle sur la marmite pour être sûr qu'on comprenne bien que l'uranium, dans ce dossier-là, si j'ai bien compris, il n'y en a pas. Ou s'il y en a de façon très négligeable. Alors, la question est bien large, mais s'il vous plaît, pourriez-vous nous éclairer clairement la communauté de cette île, la communauté du lac d'Aigle, la communauté des environnements, savoir la question de l'uranium, on la traite comment? Merci. Merci. Notre approche sur le projet, c'est de toujours trouver des façons pour éliminer les risques. Et c'est la même chose pour la radioactivité. Bien sûr, il y a du uranium et thorium dans les gisements. Les niveaux sont assez faibles. C'est les niveaux que d'autres industries minières et d'autres industries ont. Ça s'appelle les matières radioactives naturelles. Même si les niveaux sont faibles, c'est quelque chose qu'on prend très sérieusement pour toujours trouver des opportunités pour minimiser, pour éliminer les risques. Alors, ce qu'on fait, les uranium, thorium sont là avec les terres rares
Et on fait des études pour toujours comprendre c'est où les radioactivités dans chaque étape. Et nous faisons des essais à pilotage pour avoir des données qui confirment exactement où ils sont. Mais à chaque étape, les niveaux sont faibles parce que les données nous disent qu'on serait toujours dans le niveau le plus faible dans les régulations pour les matières radioactives naturelles. Et à cette île, dans le parc à résidus, comme Sylvie le disait, on veut être certain qu'il n'y a pas de l'eau ou de la poussière qui s'en va du parc à résidus pour être certain qu'il n'y a rien qui peut aller dans l'environnement. Et c'est le même avec le uranium, thorium. Les niveaux sont faibles. On serait dans l'aspect des lignes directrices d'un niveau non limité. Ça veut dire que c'est le même que le sol qui existe là déjà. Quelque chose à ajouter? OK. Les niveaux qu'on a, pour vous donner une anecdote, on peut, quand on envoie notre minerai, on en a envoyé récemment pour faire des études de géochimie. Les niveaux sont tellement faibles qu'on n'a même pas besoin de mettre rien sur l'enveloppe. C'est des niveaux qu'on trouve, c'est des niveaux qu'on appelle le background. C'est des niveaux, c'est partout, c'est sur le bouclier canadien, il y en a partout, 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 partout. Il y en a probablement dans votre cours. Et puis on le concentre, on ne fait pas c'est pas une usine d'uranium, c'est pas ça. C'est une usine de terres rares. Les terres rares ne sont pas radioactives, mais accompagnées avec les terres rares, il y a du thorium et de l'uranium. Des niveaux extrêmement faibles, des niveaux qui ne posent pas de problème. En fait, même si on voulait le vendre, on n'en a pas assez. On n'en a pas suffisamment, on ne peut pas en faire de produits. Toutes les études qu'on a faites jusqu'à maintenant, donc des études en temps réel, avec les usines de pilotage, on a pris des mesures, montrent que les taux sont très, très faibles, qui nous permet de rester dans la législation qui traite des matières radioactives, qui dit sans limitation. Donc, on n'a pas besoin de faire rien de spécial parce que, justement, les niveaux sont très faibles. D'ailleurs, dans l'endroit où on a notre concentré, si on se tient juste à un pied où sont les concentrés, il n'y a plus rien. C'est déjà atténué. Donc, j'espère que ça répond un peu à votre question. Oui, il y en a. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. Oui, il y en a, mais il y en a autant là qu'il y en a dans votre cours à cette île. Il n'y en a pas plus. Prochaine question. Oui, madame. Bonjour, merci. Je ne sais pas, ça fonctionne, merci. J'avais une question, comme la plupart des gens, sur le parc à résidus. Enfin, plusieurs questions, en fait. Donc j'ai bien compris, il y aura 2 membranes imperméables dans le fond du parc à résidus, mais c'est un peu flou comment ça va être recouvert en fait au jour le jour, au fur et à mesure que vous allez remplir ce parc à résidus pour que ce soit imperméable aux précipitations, à la neige, etc. Donc ça c'est ma première question, comment vont être recouverts les résidus. J'ai également des questions sur le monitoring qui va être effectué. Vous avez parlé de monitoring de la qualité de l'air, de capteurs au niveau en dessous de la membrane, mais est-ce qu'il y aura des piézomètres dans la nappe qui seront prévus et de l'échantillonnage dans les rivières aux alentours? Et ma troisième question, ce sera, donc vous avez parlé d'une exploitation pendant 30 ans. Après 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura du monitoring qui est encore prévu dans l'environnement autour? Y a-t-il un budget prévu pour ça? Et donc voilà, c'est principalement ça mes questions sur la gestion du parc. Je crois que j'ai compris 2 questions. Donc, quel suivi environnemental on va faire avec notre parc à résidus et qu'est-ce qu'on fait après 30 ans? J'ai manqué la première. Il y a des ventilateurs ici, c'est difficile à comprendre parfois. Ma première question, c'était comment ça va se passer pour l'imperméabilisation du parc à résidus? Donc en dessous, il y aura 2 membranes imperméables, c'est bien ça. Mais au-dessus, comment... Ah, OK, au-dessus, oui.
Vous avez dit que ce serait recouvert au fur et à mesure, mais c'est pas... Oui, OK, j'ai compris. Donc, je vais commencer par le dessus. Donc, comme j'ai dit, encore une fois, c'est une question de volume. Donc, étant donné qu'on ne dépose pas beaucoup à chaque jour, ça nous permet de mettre, de le recouvrir immédiatement. Donc, on va mettre une bâche. On va tout simplement mettre une bâche. Et puis, on va les disposer un peu comme les tuiles sur un toit. Là, puis, on va les solidifier. Puis, on va les mettre immédiatement après avoir déposé, parce que c'est pas beaucoup. Hein, on parle de 30 mètres par 20 mètres à peu près. Et on va avoir un système, on va avoir un protocole en place pour qu'il y ait des inspections à tous les jours pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a levé, est-ce qu'il y a une déchirure à quelque part, et ça va être réparé immédiatement. Donc, ça va être... C'est un système qui fonctionne. Je l'ai déjà utilisé sur une autre mine dans l'Ouest qui avait un peu les mêmes volumes et ça fonctionne très bien. On fait une inspection journalière, on replace les choses, on répare quand il y a une brisure, on change s'il faut changer, etc., etc. Ça fonctionne relativement bien. Puis, il faut dire qu'on fait le tour. Hein? On dépose, on met un couvert temporaire. Après ça, on revient, on enlève le couvert, on met un autre dépôt et on remet un couvert par-dessus. Donc, c'est assez dynamique. En fait, puis ensuite, pour en dessous, où il va y avoir c'est des senseurs, il va y avoir des moniteurs qui vont nous indiquer s'il y a une humidité dans le sol qui pourrait être, par exemple, une brisure avec une fuite. Donc, s'il y a ça, on peut aller, il y a des instruments on n'a pas besoin de tout enlever pour aller en dessous, on peut aller par... c'est un forage dirigé, donc on peut aller réparer. Mais comme je disais, il n'y aura pas d'eau dans notre... il n'y aura pas d'eau, ça va être vraiment comme un solide. Donc, même s'il y a une brisure, ce qui ne devrait pas, il n'y aura pas d'eau. Donc, il ne pourra pas avoir d'infiltration. Ensuite, votre dernière question, c'était qu'est-ce qu'on fait dans 30 ans? Donc, quand on développe un projet comme ça, il faut mettre en place un plan de fermeture. Et le plan de fermeture va dire exactement qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, ma vision du plan de fermeture, c'est de demander à la population, les populations qui sont touchées, les populations avoisinantes, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit tantôt un parc à chiens, mais ça peut être autre chose. Et puis, on va demander aux citoyens, on va leur demander quelle est leur vision. Ensuite, on va revenir, on va faire nos designs, on va retourner vers la population, on va leur demander est-ce que ça suffit? Est-ce que ça répond à vos besoins? Et si la réponse est oui, là, on va faire le design du plan de fermeture final. Avant qu'on puisse commencer les opérations, le plan de fermeture doit être déposé au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec. Et on doit aussi mettre de l'argent, on appelle ça un bonding en anglais, donc on doit mettre de l'argent pour garantir que si, par exemple, la compagnie disparaît demain matin et le gouvernement est pris avec ça, ils vont avoir, la recette, comment faire pour fermer, c'est notre plan de fermeture, et l'argent qu'on va avoir mis avec des lettres de crédit. Donc, il y aura des mécanismes que le gouvernement pourra venir chercher cet argent-là. L'estimation de combien ça va coûter pour fermer le site, c'est le terme un peu qu'on utilise, ces calculs-là sont revus par des spécialistes du gouvernement, donc c'est pas nous. Nous, on va proposer, le gouvernement va regarder qu'est-ce qu'on fait et ils vont nous dire, bon, ben c'est pas suffisant, vous avez oublié ça, ajoutez ceci, ajoutez cela, et puis c'est ce qu'on va faire. Donc, dans 30 ans, si on ferme, si l'activité est terminée, on va donc procéder au plan de réhabilitation et on va suivre les prescriptions qui auront été données par les gens. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que ça vous tente d'avoir comme site? Merci. Juste une petite précision. Alors, au niveau des senseurs en dessous, ça va uniquement mesurer l'humidité. Oui. Mais il n'y aura pas de mesure au niveau de la nappe, par exemple, ou des rivières aux alentours pour... De la nappe phréatique en dessous? Oui, c'est ça. D'éventuels contaminants. Ce serait juste une mesure de s'il y a de l'humidité ou pas. Juste pour voir s'il y a un bris. Je devrais mentionner qu'on est en train de faire des tests de toxicité sur les résidus. Les tests de toxicité classiques, généralement, on prend l'eau, le surnageant, donc l'eau qui flotte sur les résidus. Donc, ça arrive dans des barils, et puis on prend l'eau, et puis on fait des tests de toxicité. Le gros problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Les laboratoires nous ont appelés, puis on dit, bon, on fait quoi avec ça? Il n'y a pas d'eau. Donc, il a fallu qu'on
Il a fallu qu'on ajoute beaucoup, beaucoup d'eau pour être capable d'extraire quelque chose pour faire nos tests de toxicité. On fait les tests avec l'eau. On fait les tests aussi avec la poudre de ciment. On fera 2 concentrations de poudre de ciment, 5 et 10 Et puis, on regarde, la problématique est encore pire. Hein, vous pouvez vous imaginer, il n'y a absolument pas d'eau. Mais la question, pour nous, c'est d'être capable de démontrer cela. Donc, ces résultats-là, on devrait les avoir, je dirais, vers l'automne. Et on va, bien sûr, on compte revenir, avoir une autre session comme ça avec la population et on va vous partager les résultats. Merci. D'autres questions? Bonjour. Oh, c'est proche. Fait que moi, dans le fond, j'avais des préoccupations en tant que maman, puis aussi en tant que médecin ici. Je me questionne parce qu'on a un profil de santé différent à cette île. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans les études, le profil de cancer, le profil de cancer du poumon, le profil d'espérance de vie qui est différent à cette île qu'ailleurs au Québec. Puis le profil des gens autochtones de Shefferville qu'on reçoit ici aussi, qui est aussi très différent. Et c'est une population très fragile aussi, qui vont être exposés à des risques eux aussi. Fait que je comprends que c'est une industrie verte que vous espérez. Les risques à zéro, c'est sûr que ça n'existe pas. Il risque d'avoir des bris dans les tuyaux d'acide sulfurique, des bris dans ce qui sert pour filtrer l'air, des bris dans les bâches. Il risque de réavoir un 23 décembre comme on a eu, que les bâches, ça va lever. Il va y avoir toutes sortes de choses imprévisibles. On le voit dans les autres compagnies autour, puis c'est normal, il va y avoir des imprévus. Mais ces imprévus-là, ils vont avoir des risques sur la santé, sur les femmes enceintes, sur les enfants qui habitent au parc Ferland à côté, les vents qui vont promener ça, l'eau, la nappe phréatique. Tous les imprévus sont... En fait, c'est prévisible qu'il va y avoir des imprévus, des bris, puis des fuites. Fait que j'ai pas de questions particulières. C'est plus une intervention de dire qu'il faut prendre en compte que la santé des Sétiliens est déjà considérée plus fragile sur certains points qu'ailleurs. Et celle des Autochtones est aussi très différente. Puis comme on les dessert ici, puis notre système de santé est déjà bien occupé, on ne cherche pas de patients, bien, je vous encourage à prévoir l'imprévisible. Merci. Merci. Oui, c'est une préoccupation qui est tout à fait normale. Une chose à mentionner pour notre usine de séparation, c'est qu'on n'aura aucun produit entreposé à l'extérieur. Il n'y a pas de produit en vrac dehors. Tous nos produits vont être à l'intérieur et l'usine elle-même va être construite comme un bassin de rétention secondaire avec des potentiels pour recirculer. S'il y a un bris à quelque part, on va être capable d'amener ça dans un bassin. Ça va tout être à l'intérieur. Et on n'a rien à l'extérieur. Qui va être exposé aux éléments et qui pourrait, par exemple, produire des poussières ou l'acide sulfurique pourrait aller dans le sol. Donc, c'est tout à l'intérieur de l'usine elle-même. L'usine elle-même va être construite comme un gros bassin de rétention secondaire. Une des approches qui est très, très, très importante pour moi, c'est, je suis ce qu'on appelle la hiérarchie de mitigation. Donc, la première chose qu'on fait, c'est éliminer. La deuxième chose, c'est minimiser. Et ensuite, bon, on passe aux autres étapes. Donc, pour nous, on fonctionne en regardant, en se posant la question, qu'est-ce qui a le plus grand risque, par exemple? Où doit-on mettre le plus d'efforts pour les mitigations? Donc, pour nous, c'était évident. Puis ça venait suite aux discussions qu'on a eues avec les populations. C'était les enjeux concernant l'eau, concernant les poussières, avec la radioactivité. Donc, c'est là qu'on s'est vraiment interrogé sur comment peut-on éliminer le risque et les risques les plus grands. Donc, c'est ça qu'on a fait. On met tout à l'intérieur. Donc, il n'y a rien d'exposé aux éléments. Il peut y avoir une grosse tempête. C'est pas grave. C'est à l'intérieur du bâtiment. S'il y a un bris à l'intérieur du bâtiment, ça reste à l'intérieur du bâtiment. Ça va pas ailleurs. En termes du parc à résidus, j'en ai déjà parlé beaucoup. Même s'il y a un bris, mettons, il y a une grosse tempête, puis il y a un bris de la bâche, ça va rester quand même mineur.
dans le sens que pour que la tempête est passée, on va le réparer. Et puis, le résidu lui-même, comme j'ai déjà mentionné, il va être plutôt solide. Ça va prendre beaucoup d'eau pour être capable de passer au travers de tout ça. On n'y arrive pas. On est en train de faire des tests où on essaye d'extraire quelque chose, puis on n'y arrive pas parce que il n'y a pas d'eau. Donc, même si on rentre un tout petit peu en haut, ça ne percolera pas jusqu'en bas. Le risque est vraiment de très faible à négligeable. Donc, c'est les deux plus grandes sources potentielles qu'on a, parce qu'on a éliminé les autres, donc on ne rejette pas d'eau. Et puis, le risque est de très faible à négligeable. Et j'ajoute un peu, merci pour toutes ces questions, parce que ce qu'on veut comprendre, c'est la population, c'est le concerne. Et le point que la population ici, c'est important pour nous comprendre c'est quoi la situation maintenant avec la fragilité de santé, le système de santé ici. Et avec notre étude d'impact, ce n'est pas seulement l'impact sur l'environnement, c'est aussi l'impact social. Alors, on doit comprendre très bien la population ici, la population autochtone, ici à cette île, dans le Côte-Nord, aussi dans le site minier et toutes les populations qui seront impactées. Et comprendre c'est quoi les impacts qui pourraient être sur des personnes et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour minimiser notre impact, mais aussi de trouver des opportunités d'être un partie de la solution. S'il y a des concerns avec la santé, qu'il n'y a pas d'assez de place dans l'hôpital, c'est quelque chose qui nous concerne aussi, parce que si on va attirer des gens pour travailler avec nous, nous sommes un parti de la communauté, alors nous devrions être une partie de la solution. Et ça commence vraiment à vraiment comprendre la situation, les gens ici. Et c'est seulement pour dire, nous avons beaucoup de travail à faire encore. Merci. Il y a d'autres questions? Un peu, non. Juste en continuité à ma question, quand ça sort de l'usine, c'est-tu en sable, comme vous disiez à ce moment-là, puis ça sort en convoyeur vers le site de résidus où là, il devient mélangé avec du ciment? Quand il sort de l'usine, est-ce qu'il y a un risque? En fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a un risque de poussière qui circule au moment entre l'usine et le parc à résidus? C'est pour ça qu'on préférerait avoir les résidus derrière l'usine, parce qu'on va être capable de le mettre dans un convoyeur, mais un convoyeur complètement fermé, donc complètement hermétique pour l'amener là. La décision de mettre la poussière de ciment n'a pas été encore faite. Est-ce que c'est à l'intérieur de l'usine ou est-ce lors du dépôt? Probablement, ça va être à l'intérieur de l'usine, mais ça risque de changer. Ça va être à une des deux places. Mais on utilise un convoyeur fermé et scellé. C'est pour ça qu'on préfère avoir le parc à résidus juste derrière. Parce que sinon, si on n'a pas le parc à résidus là, effectivement, il va falloir mettre ça dans un camion pour le transporter. Puis là, il y a beaucoup plus de risques. Puis c'est quelque chose qu'on aimerait moins. On veut vraiment être capable d'amener ça dans un convoyeur fermé et scellé. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond bien. Il y a peut-être pour monsieur la question des emplois. Vous disiez jusqu'à 280 emplois, mais c'est combien d'emplois qui va rester encore dans 2 ans après l'ouverture de l'usine? Puis combien dans 5 ans plus tard, quand il y a beaucoup de trucs qui vont être automatisés? Puis peut-être voir aussi le côté santé pour les travailleurs, que peut-être que nous, on a moins d'exposition, mais eux autres, ils vont avoir beaucoup d'exposition ou des risques, en tout cas, plus élevés, clairement. Là. Fait qu'il faudra mesurer ça aussi. Il va y avoir des examens d'entrée, des examens de sortie, des examens annuels. Le 280 employés, oui, c'est pour rester, c'est pas supposé descendre par la suite. C'est 280 employés durant les opérations, pas durant la construction. Oui.
Puis, je ne l'ai pas mentionné, mais à la mine aussi, il va y avoir 200 employés, à peu près 200 employés. Donc, c'est des emplois potentiels aussi pour les gens de cette île. Et pour ajouter encore un peu, nous allons construire une usine qui utilise déjà les technologies à pointe, c'est déjà automatisé. Alors, notre plan d'affaires, c'est de commencer avec une usine qui utilise les nouvelles technologies. C'est pourquoi Eric dit que ce n'est pas l'idée qu'on va utiliser moins de travailleurs au futur. Et pour nous, quand nous faisons l'analyse du projet, on cherche toujours c'est quoi les risques, comment est-ce qu'on peut éliminer pour l'environnement et pour les travailleurs, pour les populations. Alors, pour les travailleurs, on développe des procédures de santé-sécurité pour être certain que les travailleurs sont bien formés, qu'ils sont protégés. Merci. Dans le contexte d'embauche de 250 emplois, est-ce que vous avez prévu peut-être des investissements du côté de l'hébergement, ces choses-là, pour être sûr d'avoir de la place pour mettre ce monde-là, parce qu'on a déjà des problèmes au niveau hébergement quand on recrute du monde de l'extérieur? Oui, ben, c'est quelque chose qui nous a été mentionné depuis le début. L'hébergement qui est difficile. Les écoles aussi qui ont de la difficulté à avoir des étudiants, puis héberger les étudiants, etc. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille dessus, voir quelles sont les options qu'on peut mettre en branle avec la ville ou avec des partenaires, que ce soit au niveau de cégep, l'université, etc. Et puis voir qu'est-ce qui est faisable. Mais oui, c'est quelque chose qu'on envisage, voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour offrir du logement pour les travailleurs qui viendraient travailler ici à cette île. Vous regardez, mais vous n'avez rien de prévu nécessairement. C'est embryonnaire présentement. Oui, on commence à regarder, voir qu'est-ce qui pourrait être fait, effectivement. Est-ce qu'on va pouvoir aussi construire? Il faut voir avec la municipalité, voir si c'est faisable. Puis vous prévoyez une embauche, encore là, c'est des prévisions, je présume, mais 2 ans, 3 ans, dans 5 ans? L'embauche va se faire, ça va être un ramp-up. Durant les études de faisabilité, il y a quelques embauches qui vont se faire. Par la suite, durant la construction aussi. Puis, il va falloir qu'on ait une croissance dans l'embauche qui soit prête lorsque on va terminer la construction, lorsque le constructeur va nous remettre les clés pour opérer l'usine, qu'on ait notre équipe d'opération formée, embauchée, puis prête à 100% à prendre les rênes de l'usine. Donc, ça va se faire en parallèle avec la construction. Quand la construction va décroître, on va augmenter l'embauche d'opération. Merci. D'autres questions? Oui. Je m'excuse, c'est la deuxième question, mais elle va être brève et un peu plus terre à terre, sans faire de jeu de mots. L'énergie pour faire fonctionner l'usine, je présume que ça va être l'hydroélectricité. Question un peu bête, mais est-ce que vous avez une certitude qu'il va y avoir un bloc d'énergie qui va vous être accordé? Et sinon, qu'envisagez-vous comme alternative ou comme complément? On a déjà déposé notre application à Hydro-Québec. On parle à les gens de Hydro-Québec et aussi avec le ministère de l'Économie, Innovation et Énergie. Nous travaillons avec eux, mais c'est aussi pour notre projet, on a besoin bien sûr de l'électricité, mais les montants sont à peu près 70 mégawatts.
Alors, c'est beaucoup, mais pas beaucoup. Alors, nous avons besoin d'aller dans le procédure avec Hydro-Québec pour qu'ils regardent notre application. Et c'est quelque chose, on prévoit qu'on va réussir. On a beaucoup de choses à faire, mais ce n'est pas certain jusqu'à le point que Hydro-Québec nous le dit oui. Merci. Il y avait le monsieur aussi ici. En avant. Le monsieur qui a déjà parlé. Voilà. Merci, une fois de plus. Je reviens toujours au site qui a été choisi. C'est un secteur industriel, oui, mais dont la capacité des sols est très limitée. Il y a présence de glaise dans les strates en dessous du sol. C'est un sol qui est composé de sable, donc très poreux. Puis tantôt, vous parliez de minimiser les risques. Pourquoi pas avoir choisi un site comme Pointe-Noire, où il y a des sols qui sont imperméables, qui sont composés de roches, donc avec une très grande capacité portante. Et puis, pour l'entreposage, où l'exposition de la population serait beaucoup moindre. On a regardé Pointe-Noire, effectivement. Ça nous avait été suggéré, on a regardé. On a fait face à deux problèmes, en fait. Le premier problème, c'est notre taille. On est trop petit. Certains terrains qui étaient disponibles, on nous a dit, vous êtes trop petits, vous allez occuper un terrain, puis on a vu quelque chose d'autre qui est beaucoup plus gros. Et puis, les autres terrains qui auraient peut-être été disponibles pour nous, c'était des terrains en location. Et dans les termes de la location, ils n'acceptent pas de parc à résidus parce que, bien sûr, c'est une location et le parc à résidus reste. Alors, c'est pour ça qu'on veut acheter le terrain pour que ça nous appartienne. C'est ce qu'on aimerait. Donc, c'est les difficultés qu'on a rencontrées à Pointe-Noire, c'est qu'on n'a pas arrivé à trouver de place qui nous accepterait. Vous voulez ajouter quelque chose? Seulement que on a regardé, on a fait une analyse de ce site si si tous les critères qu'on a, que le terrain est bon pour une usine comme ça, qu'on peut gérer les risques et tout ça. Oui, on a regardé beaucoup de sites, mais c'est toujours d'être certain que le site était une bonne site pour l'usine et la parc à résidus qu'on planifie. Pour la gestion du risque. En fait, vous amenez un risque à proximité, plus grand à proximité de la population. J'ai écouté le monde, puis je me posais la question, entre autres, pourquoi les résidus, c'est un problème? Pourquoi on ne les remet pas dans les containers dans lesquels ils sont arrivés, qu'on ne les retourne pas par bateau d'où ils proviennent? Il y a aussi un impact de faire ça. Il y a l'impact sur les gaz de serre, par exemple, c'est beaucoup. Alors, c'est toujours on fait l'analyse pour regarder à tous les impacts, toutes les possibilités. Et quand on fait l'analyse, c'est quoi qu'on fait avec les résidus? C'est de trouver une manière qui a le moins impact. Et c'est que l'analyse nous dit. Mais je ne comprends pas. Les containers vont retourner là-bas pour être remplis à nouveau. Pourquoi pas mettre les résidus à l'intérieur sur le même bateau qui retourne de toute façon là-bas? Je ne vois pas l'impact au niveau des gaz à effet de serre. Ça. Alors,
il y a un impact parce que les résidus ont un épaisseur. L'impact est non seulement le volume, mais l'épaisseur. Aussi, les conteneurs reviennent, mais aussi on a besoin des supplies. Les conteneurs ne retournent pas vides à la mine. Ils vont retourner pleins de d'autres choses qu'on a besoin. Ça veut dire qu'on devra doubler le trafic maritime pour amener les résidus là-bas. Aussi, il y a des problèmes au niveau de la réglementation, au niveau de la législation. On ne peut pas tout simplement faire ça. Il y a déjà des résidus à la mine. Les produits qu'on va miner et l'usine de concentration en la mine vont produire également des résidus. Donc, pour nous, c'est vraiment une analyse de qu'est-ce qui a le moins de risques au niveau de l'environnement, au niveau de l'utilisation du territoire et aussi, bien sûr, on regarde tout ça ensemble. Donc, la décision, c'est que le parc à résidus, pour qu'il soit le plus... pour minimiser le plus possible le risque, doit être près de l'usine de séparation. Il faut comprendre aussi qu'une des choses qu'on a, c'est qu'on a peu de volume, bien sûr, mais si on se met à doubler tout le transport maritime, parce qu'on doit tout retourner là-bas, donc l'avantage qu'on avait en termes de réduction des effets de gaz de serre sont plus là. Et puis, c'est pas... au niveau de risque, c'est mieux de les déposer tout près où on contrôle et puis où on peut mettre la poutre de ciment, on peut les couvrir et on peut vraiment les gérer et en prendre soin. Alors, seulement pour préciser un peu, il y aurait plus de concentré que les supplies, j'ai oublié déjà, qu'on revient. Ce n'est pas le même volume, mais l'analyse, c'est le même. Ouais. Je ne suis pas sûr que vous avez entendu la prémisse. Le site qui a été choisi, la capacité portante des sols, selon moi, n'est pas suffisante pour accepter une usine de cette envergure-là. Ben, on va faire des tests si on a la permission. Bien sûr, il faut avoir la permission avec la ville. Mais si on obtient la permission, on va faire des tests. On va regarder où se trouve. Est-ce que le sol est compétent et peut porter l'usine? On va faire des tests appropriés, puis on va en tirer les conclusions qu'il faut. Si vous avez raison, ben, il va falloir qu'on repense un peu comment on veut faire les choses. Merci. Y a-t-il une autre question? Bonsoir. Ma question concerne le bruit. Est-ce que c'est une usine qui va produire du bruit? Près de ce site-là, il y a un site de ski de fond, de raquettes. Est-ce qu'on va être ennuyé par le bruit? Et l'odeur. Est-ce qu'il va y avoir une odeur aussi quand on va se promener autour du site? Fait par les cheminées ou par d'autres procédures? OK. Pour le bruit, on va avoir des modèles. On connaît chaque machine qu'on met dans l'usine. On connaît la force, l'intensité et le bruit que ça va produire. Donc, on peut mettre ça dans des modèles et on peut regarder la propagation du bruit. Il y a le premier modèle qu'on va faire va nous dire si on ne fait rien, voici où est-ce que le bruit va aller, avec quelle intensité. Alors après ça, on peut mettre des mesures en place pour atténuer le bruit. Ça peut être des matériaux différents qu'on met sur la construction. Ça peut être beaucoup de choses. Donc on va faire des études et on va être capable de voir la propagation du bruit. En termes des odeurs, je ne vois pas pourquoi il y aurait des odeurs. On ne travaille pas avec de la matière organique, on ne travaille pas avec des choses comme ça. Il ne devrait pas y avoir d'odeur. L'acide sulfurique est dans des containers. Il n'y aura pas d'odeur particulière associée avec l'usine comme on pourrait penser avec d'autres types d'usines. Donc, c'est encore à l'étude pour le bruit. Vous n'avez pas encore d'idée qu'est-ce qui va, comme bruit va dégager de l'usine? On ne prévoit pas qu'il y aurait un problème avec le bruit, mais pour nous, c'est important d'avoir les données, de faire l'analyse.
j'ai déjà travaillé en beaucoup d'usines avec des équipements similaires et je ne prévois pas que cette usine sera plus brillante, mais comme Sylvie disait, on va faire l'analyse pour être certain. C'est ça, je vous rappelle que près à peut-être à moins d'1 kilomètre, il y a un centre plein air où les gens vont se détendre, vont aller faire de la raquette, vont aller faire du ski, vont aller profiter du plein air pour sortir un peu de la ville. Donc, dans vos calculs, ça va être important d'en tenir compte. Oui. Parce que c'est un... Il y a des normes de bruit au Québec. Je vous invite à y aller, aller voir le site, là, aller voir la beauté. Non, c'est déjà fait, on a déjà visité le site, oui. Il y a des normes de bruit au Québec qui sont très, je dirais, qui sont les plus restrictives au Canada. J'ai travaillé dans 7 des 10 provinces et les normes pour le bruit au Québec sont très performantes. Donc, on va faire les analyses qu'on doit faire. Mais comme disait Christine, on ne prévoit pas que ce sera une usine bruyante. Mais on va faire les modèles, on va regarder la propagation et on va prendre les mitigations, les mesures qu'on doit prendre. Les modèles, on prévoit les faire en début de 2025, quand on aura toutes les données finales sur le design de l'usine elle-même. Donc, on va procéder au modèle et on va revenir et on va présenter nos résultats. Je pense que Christine et Eric voulaient ajouter quelque chose. Je voulais juste ajouter que c'est important qu'on comprenne comment le terrain est utilisé et bien sûr, on va parler avec les personnes qui veulent être certains qu'on ne va pas déranger leur utilisation de la nature. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On approche des 45 minutes, mais il n'y a pas de problème si vous avez d'autres questions. De toute façon, merci à vous trois. Ils vont circuler aussi parmi vous. Vous pouvez aller voir les affiches qu'il y a là-bas. Vous pouvez aller discuter avec Éric, Christine et Sylvie. Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce qu'il y a une autre question avant de... Non? Ben, je vous remercie beaucoup de votre présence. Donc, n'hésitez pas à écrire vos commentaires et à les mettre dans la petite boîte, les donner à Lily. Il y a l'adresse que vous avez vue tout à l'heure à l'écran. Ça, Albin voulait faire, je ne sais pas. Vous voulez aller là-bas? Non, dans le fond, je cherchais Albin. Oh, il est là. Il voulait faire peut-être. Donc, merci à vous. On ira s'installer. Oui, c'est ça. On va juste attendre que les gens...